Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est le journal du soir dont voici les principales articulations. La grand-messe annuelle des Nations Unies a ouvert ses assises ce matin à son siège de New York. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à une rencontre dédiée aux questions environnementales. Après plusieurs manifestations d'appel à la prise de conscience des dangers que court la planète, si rien n'est fait, les dirigeants du monde sont face à leurs responsabilités. Nous le verrons dans un reportage de Sampéron. La Somalie, de nouveau en proie à des velléités de disette alimentaire depuis la cessation des pluies il y a un an dans cette partie de l'Est africain. Les populations font face à des difficultés criardes d'alimentation exacerbées par les combats contre les groupes islamistes algériens Al-Shabaab. Un vrai cocktail explosif, nous dira Larissa Faltouré. Et puis en Égypte, c'est ce procès contre 8 hommes soupçonnés d'incitation à la débauche pour avoir simulé un mariage gay. La loi égyptienne n'interdit cependant pas formellement l'homosexualité. Le procès a débuté ce mardi, de quoi interpeller Human Rights Watch, qui a simplement appelé à la relaxe. Nous suivrons le reportage de Marina Mendeman. Voilà pour la vitrine, les détails dans un instant. Bienvenue. La 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui a débuté à New York se tient dans un contexte de prise de conscience face à la question du réchauffement climatique, puisque les scientifiques prévoient l'augmentation de 4 à 5 degrés Celsius de la température moyenne sur la Terre d'ici à la fin du XXIe siècle. Les 120 délégations présentes vont lancer les négociations qui devront donner lieu à un accord au sommet de la Terre à Paris en 2015. Sampéron. Le compte à rebours est enclenché pour les 120 délégations présentes à la 69e Assemblée générale de l'ONU qui a débuté ce mardi et qui est consacrée au changement climatique. À New York, il est question de préparer le sommet de la Terre de 2015 à Paris, un sommet qui apparaît comme la dernière chance pour la communauté internationale de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, en sachant que si rien n'est fait, la température aura augmenté de 4 à 5 degrés avant la fin du XXIe siècle. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement doivent intervenir, mais s'il est vrai qu'aucun engagement ne devrait être pris, notamment par les États-Unis, la Chine et l'Inde, les plus gros pollueurs, Ban Ki-moon et l'ensemble de la communauté internationale espèrent tout de même que cette rencontre permettra de galvaniser les énergies en vue des négociations de Paris 2015. Les réactions des personnalités présentes à New York témoignent évidemment de l'ardeur de la tâche qui attend les 120 décideurs. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a indiqué que préserver la planète contre les changements climatiques est le plus grand défi de ce siècle, ajoutant par ailleurs qu'il y a des endroits dans le monde où on s'entretue pour de l'eau à cause de la sécheresse. L'une des idées majeures défendues au cours de ce sommet est de supprimer à partir de 2020, année de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, le charbon comme source d'énergie électrique. Dans ce sens, la famille Rockefeller a annoncé qu'elle va se désengager des 2 formes les plus polluantes d'énergie, le charbon et les sables bitumineux. Et justement, en marge de cette Assemblée générale, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé qu'il allait proposer devant les Nations Unies un nouveau calendrier de reprise du processus de paix avec Israël interrompu depuis 5 mois. Arrivé à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président palestinien Mahmoud Abbas a indiqué au cours d'une intervention enlevée sous les ovations d'étudiants qu'il proposerait cette semaine et devant les Nations Unies un nouveau calendrier pour des négociations de paix avec Israël. Cette semaine, je vais proposer devant les Nations Unies un nouveau calendrier pour des négociations de paix. La clé est de se mettre d'accord sur une carte pour délimiter les frontières de chaque pays. J'ai dit aujourd'hui au Premier ministre Netanyahou, mettez fin à l'occupation, faites la paix. Faire la paix, une initiative toujours prise, mais jamais définitivement concrétisée par les 2 parties au conflit. Pour les Palestiniens, le processus de paix pour Israël n'a toujours été qu'un leurre. Le gouvernement israélien actuel a choisi d'utiliser le processus de paix comme écran de fumée pour davantage de colonisation et d'oppression. Nous voulons toujours croire que nos voisins israéliens n'attendent pas du peuple palestinien qu'il vive sous un système d'apartheid. Un système d'apartheid dont on connaît clairement les effets sur les populations.
La Palestine et Israël ont rompu en avril un dialogue direct qui a fait place nette à la guerre dans la bande de Gaza. Nous ne pouvons pas comprendre comment le gouvernement israélien peut se fourvoyer au point de ne pas comprendre que le bombardement à tort et à travers de Gaza, qui tue des milliers de femmes et d'enfants, ne fait que s'aimer davantage de haine. Vendredi, le président palestinien devrait s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations unies. Mahmoud Abbas entend faire adopter une résolution demandant la fin d'ici à 3 ans de l'occupation israélienne, mais un veto américain devrait tuer dans l'œuf cette initiative. En Russie, les supermarchés et les restaurants ont dû changer leur circuit d'approvisionnement et leur menu depuis la mise en place du début août d'un embargo alimentaire contre certains produits de l'Union européenne et des États-Unis. Le groupe russe La Marée, restaurateur et premier importateur de poissons et de fruits de mer à destination de la Russie, installé à Moscou, a réussi à limiter la casse en remplaçant ses producteurs européens et américains par des fournisseurs sud-américains et asiatiques. À Moscou, l'embargo alimentaire contre certains produits européens et américains à destination de la Russie pourrait se faire au détriment des industriels occidentaux qui ont dans ce pays quelques-uns de leurs principaux clients. Le grand restaurateur et premier importateur de poissons et de fruits de mer du pays, le groupe La Marée a changé ses circuits d'approvisionnement et ses menus. Il s'est tourné notamment vers les pays de la Méditerranée. Avant, les sardines venaient de France, mais aujourd'hui, elles viennent du Maroc et de la Tunisie. Bien que cela soit aujourd'hui pour la Russie une manière de faire face à l'embargo alimentaire, les Russes affirment ressentir d'importantes répercussions sur leur pouvoir d'achat. Il y a bien sûr une hausse des prix, on ne peut pas le nier, car nous avons dû changer de fournisseurs et de chaînes logistiques. Et donc, cela a eu une conséquence sur les prix. Les fournisseurs africains et asiatiques peuvent donc occuper durablement le marché alimentaire laissé par les Occidentaux. Les agro-industriels russes ont aussi là une occasion de retrouver les parts de marché perdues depuis quelques années puisqu'ils bénéficient désormais d'un cadre compétitif et concurrentiel. Économie toujours, le Premier ministre français Manuel Valls s'est rendu ce lundi à Berlin, en Allemagne, pour demander de l'aide à la chancelière Angela Merkel afin de relancer l'économie française en mauvais état. Merkel encourage le projet de réforme de son homologue français, mais reste toujours de marbre à propos de l'investissement. Uriel Abaga. Manuel Valls a promis à Angela Merkel qu'il mènera à bien son projet de réforme après le déjeuner que les deux dirigeants ont eu ce lundi à Berlin. Le chef du gouvernement français est allé outre-Rhin dans l'optique de plaider pour que l'Allemagne, première économie européenne, participe à la relance de l'économie française. La chancelière allemande a jugé impressionnant le plan d'action que la France envisage de suivre, mais est restée réticente à un investissement de son pays. Par ailleurs, Manuel Valls a annoncé avoir fait le déplacement pour gagner la confiance de l'Allemagne. Et moi, je veux dire aux Allemands que les réformes, nous allons les faire, car c'est d'abord l'intérêt de la France. Et malgré les difficultés, la France va faire les réformes pour elle et pour l'Europe. Et moi, j'ai besoin aussi de la confiance du peuple allemand. En avril dernier, le chef du gouvernement français annonçait que son pays tiendrait ses engagements budgétaires avant de changer de temps au début du mois de septembre en cours face à la faiblesse de la croissance et de l'inflation. Au cours de son voyage le plus important à l'étranger depuis sa prise de fonction, Manuel Valls a fait la promesse à son homologue allemande de raviver la compétitivité des entreprises françaises. Angela Merkel a toutefois annoncé qu'il incombe à la Commission européenne d'apprécier le programme de réforme de la France. En plus bref, à présent, l'aéroport de Donetsk était en feu mardi matin à la suite d'échanges de tirs à l'arme lourde entre les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne qui conserve ce site stratégique. Vers 6h30 GMT, au moins 2 tirs d'artillerie lourde, apparemment des obus de chars, se sont abattus sur la zone. Donetsk, qui comptait 1 million d'habitants avant le début des combats au printemps, est la plus grande ville de l'Est de l'Ukraine aux mains des séparatistes pro-russes.
mais l'aéroport reste contrôlé par l'armée régulière ukrainienne et des combats s'y poursuivent depuis des semaines. Au terme d'un plan de paix signé samedi à Minsk entre Kiev, les rebelles et la Russie, une zone tampon de 30 km de large doit être mise en place le long de la ligne de front. Les belligérants sont censés retirer leurs armes lourdes de cette zone. Et puis en bref, toujours au 8e jour d'une grève très suivie et malgré la suspension jusqu'à décembre par la direction d'Air France du projet de développement en Europe de sa filiale à Bakou Transavia, au cœur même de la grève des pilotes qui clôt au sol depuis une semaine. La majorité des avions de la compagnie, les pilotes d'Air France, se sont rassemblés en uniforme ce mardi à 12h GMT devant l'Assemblée nationale à Paris, le Palais Bourbon. Plus qu'un ras-le-bol, cette sortie des agents d'Air France dans les rues parisiennes vise à exprimer leur mécontentement face à la situation qui prévaut actuellement au sein de la compagnie. Pour ces agents, il faut lutter contre le passage en force de la direction soutenue par l'État français au détriment du dialogue social qui devrait prévaloir entre employeurs et employés. Signalons que c'est près de 53% des vols qui ont été annulés ce mardi et que ce pourcentage pourrait augmenter dès demain. La coalition levée par Barack Obama et François Hollande contre les djihadistes de l'État islamique commence à réaliser les premières frappes de cette coalition depuis ce mardi. Le bilan fait état d'une vingtaine de combattants islamistes tués à Raqqa dans le nord de la Syrie. Cette frappe qui ont également visé les positions d'Al-Qaïda ont été saluées notamment par les positions syriennes. Mais en revanche, un otage français retenu en Algérie pourrait être exécuté dans les heures prochaines selon une menace d'un groupe lié à Daesh. Samperodnba. Les premières frappes contre l'État islamique ont eu lieu mardi en Syrie où les djihadistes occupent de vastes régions. Elles visaient principalement des positions de l'État islamique à Raqqa. Le Pentagone a indiqué que l'opération a été menée au moyen d'avions de chasse, de bombardiers, de missiles Tomahawk tirés depuis des navires opérant dans les eaux internationales de la mer Rouge. Le bilan fait état d'une vingtaine de djihadistes tués. Les débris retrouvés au lever du jour ont été assimilés par les habitants et les combattants à des restes d'un drone. Merci Dieu. Ce drone a été abattu grâce uniquement à la force divine. Après 3 heures du matin, on a entendu de fortes explosions et un avion dans le ciel qui était éclairé par la lueur des explosions, comme si c'était la fin du monde. Après l'aube, nous avons visité le centre-ville pour constater les dégâts, mais merci Dieu, tout est indemne. Grâce à Dieu, on a vu juste l'avion qui a été fracassé après avoir heurté l'antenne de transmission. Les frappes visaient aussi les positions de la branche syrienne d'Al-Qaïda qui combat pourtant l'État islamique. Le régime de Bachar al-Assad a affirmé avoir été informé de l'opération. L'opposition de ces pays a quant à elle salué l'initiative de la coalition en insistant sur la nécessité de faire pression sur le président syrien qu'elle veut renverser. Cette opération a eu lieu au moment où un Français est menacé d'exécution en Algérie par un groupe lié à l'État islamique. Et le gouvernement français, par la voix de son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a répondu aux menaces de l'État islamique qui sème la terreur en Irak et en Syrie. L'organisation islamiste a lancé un appel au meurtre de ressortissants de tous les pays membres de cette coalition. La France n'est pourtant pas officiellement effrayée par cette menace. Les détails avec Uriel Abaga. L'État islamique a incité ce lundi les musulmans du monde entier à tuer des ressortissants des pays qui forment la coalition mise en place pour lutter contre ce mouvement terroriste. Dans un message transmis en une variété de langues, Abu Mohamed Al-Adnani, porte-parole de l'organisation islamiste, exhorte les islamiques à éliminer les méchants et les sales français. Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur, s'est exprimé dans la foulée, affirmant que la France saura faire face à la menace. La France n'a pas peur. Elle n'a pas peur car ce n'est pas la première fois qu'elle se trouve menacée par des groupes terroristes qui s'attaquent aux valeurs de tolérance, d'humanisme, de respect des droits de l'homme, de la démocratie, qui sont les valeurs que porte la France à travers une histoire séculaire. La France a toujours su surmonter ces menaces. Des menaces à prendre au sérieux, d'autant plus que les djihadistes sont mus par une soif de vengeance. Pour cause, depuis le début de l'année en cours,
on compte 110 interpellations de présumés islamistes en France, dont 74 mises en examen. Ajoutez à cela, Paris et Washington sont les seuls à avoir utilisé leurs forces aériennes pour frapper les positions de l'État islamique. Ce mouvement terroriste pourrait prendre une ampleur inquiétante puisqu'il a incité dans le même temps les islamistes du Sinaï à frapper les forces de sécurité de l'Égypte, autre pays membre de la coalition. Encore en plus bref, au Nigeria, une nouvelle fois, des rumeurs circulent ces derniers jours au sujet de la mort éventuelle du chef du groupe Boko Haram, Abubakar Shekau. Ces rumeurs ont enflé depuis jeudi dernier lorsque l'armée a annoncé dans un tweet qu'un chef terroriste de haut rang gravement blessé a été capturé au cours d'affrontements à Kondouga dans l'est de l'état de Borno. Pour l'instant, l'enquête est en cours. Le porte-parole de l'armée nigériane a pour sa part indiqué qu'il ne peut ni confirmer ni démentir. Notons que les forces de sécurité nigérianes ont déjà annoncé dans le passé par 2 fois la mort d'Abubakar Shekau, chef de file d'un groupe terroriste qui a fait plus de 10 000 morts au Nigeria depuis 5 ans. Égypte à présent arrêté pour incitation à la débauche depuis le 6 septembre dernier. 8 hommes homosexuels ont été présentés à la justice ce mardi. Il leur est reproché d'être apparus dans une vidéo de mariage gay largement diffusée sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont répondu de leurs actes. Marina Mendeman. 8 Égyptiens, tous des hommes, étaient face à la justice ce mardi pour incitation à la débauche. Arrêtés depuis le 6 septembre dernier, ils auraient assisté à la célébration d'un mariage pour homosexuels. Une vidéo largement relayée par les réseaux sociaux du pays qui a permis d'identifier les principaux accusés. Défendue par l'association des droits de l'homme Human Rights Watch, celle-ci a réclamé le 9 septembre dernier la libération des 8 hommes dénonçant la torture à leur endroit. La loi égyptienne n'interdit pas formellement l'homosexualité, mais elle condamne la débauche. Les autorités compétentes s'insurgent contre le spectacle offert par la communauté gay du pays. Elles ont donc décidé d'inculper toutes les personnes ayant pris part à des fêtes qui rassemblent les homosexuels. Santé à présent, les autorités de Sierra Leone se sont félicitées lundi du succès de leur opération controversée de confinement de la population pour lutter contre l'épidémie Ebola, dont le bilan approche les 3000 morts. Abdelaziz Maïga pour les détails dans ce reportage. Le confinement imposé aux 6 millions de Sierra-Léonais de vendredi à dimanche pour une campagne de porte-à-porte géante a permis de découvrir plus de 150 nouveaux cas et environ 70 corps dans la seule région de Freetown, selon les autorités. Cette opération serait un succès selon le ministre de la Santé, Aboubakar Fofana, qui a indiqué que les quelques 30 000 volontaires mobilisés ont réussi à visiter 80% des foyers du pays. Cela a emmené le président Ernest Bai Koroma à déclarer lundi devant les journalistes « Nous pouvons être fiers de nous ». L'opération a permis d'enrayer les inhumations nocturnes des malades d'Ebola par les familles qui augmentent considérablement les risques de propagation, les cadavres étant particulièrement contagieux. De son côté, l'OMS, à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence, a renouvelé son appel à la levée des annulations des vols et autres restrictions au voyage qui continuent d'isoler les pays touchés, compliquant les efforts de secours. Cap à présent sur l'est du continent, la famine de nouveau en Somalie après une année pratiquement sans pluie et alors que les combats contre Al-Shabaab prennent de l'ampleur, les Somaliens traversent une pénurie alimentaire inédite, faisant déjà plusieurs victimes au bout de 3 années. Le compte-rendu de Larissa Fall Traoré. La Somalie traverse à nouveau une crise alimentaire après une année sans pluie, alors que les combats contre le mouvement islamiste Al-Shabaab s'intensifient. Une situation qui met à mal le peuple somalien déjà fragilisé par les nombreuses crises alimentaires antérieures. L'heure est à la psychose et à l'inquiétude au sein de la population. Nous sommes dans une situation extrêmement fragile où la sécurité nutritionnelle s'est détériorée considérablement et nous sommes très inquiets qu'un petit changement négatif n'ait un impact dévastateur à nouveau. Ici, le constat est plutôt accablant et bouleversant. Des vaches mortes, des enfants malnutris, une pénurie d'eau, de maigres récoltes, autant de choses qui témoignent du retour de la famine en Somalie. Depuis quelques jours déjà, les déplacements massifs vers des points d'eau sont devenus réguliers.
Je suis venue ici parce que là où on vivait avant, nous prenions de l'eau des puits. Depuis, les puits se sont desséchés. Je suis ici pour être plus près du point d'eau et du village. Cette crise alimentaire a déjà fait 260 000 victimes en 3 ans. Ce bilan désastreux interpelle les Nations Unies qui sont en conclave à New York autour de la question du réchauffement climatique qui va accentuer la rareté de l'eau et les bouleversements météorologiques au cours des prochaines décennies. On va encore parler d'une petite pointe de protection de la nature et je vous invite à découvrir la ferme aux crocodiles de Pierre-Latte, une petite commune dans le sud de la France où des éleveurs viennent d'enregistrer la naissance d'une portée de crocodiles nains d'Afrique. L'événement est si rarissime en captivité. La coupe en vaut la chandelle, ainsi que va nous le dire dans ce reportage Roland Jacou. Une portée de crocodiles nains d'Afrique en captivité a éclos vendredi dernier dans la petite commune de Pierre-Latte, dans le sud de la France. Un événement rarissime qui se produit dans une ferme aux crocodiles. L'année dernière, on a eu la joie de voir apparaître 9 bébés crocodiles nains d'Afrique. Donc c'est une petite espèce, les adultes dépassent rarement les 2 mètres, qui vit un petit peu partout en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 4 groupes distincts. Et ces 2 parents-là viennent d'une zone qu'on appelle le bassin d'Ogoué. Voilà. Et c'est une première pour la ferme aux crocodiles et c'est aussi un événement qui est assez rare en parc zoologique. Le personnel de la ferme a eu le plaisir d'entendre les bébés crocodiles nains du continent chanter dans l'œuf après 90 jours d'incubation. Pour l'instant, 9 œufs sur 15 ont éclos. 2 œufs avaient été abîmés lors de leur prélèvement pour les placer sous incubateur. Les 4 restants devraient éclore bientôt. 14 années d'essai n'avaient pas permis jusque-là au couple de crocodiles de se reproduire. C'est une première pour la ferme, la plus grande serre européenne dédiée aux crocodiliens. Bientôt, les jeunes seront envoyés au Bénin pour être réintroduits dans la réserve communautaire du Sitatunga, en lien avec la ferme aux crocodiles à travers l'association SOS Crocodile. Depuis quelques années, la ferme aux crocodiles, grâce à son association SOS Crocodile, soutient les activités d'une réserve communautaire au Bénin. Et ces jeunes-là, dans quelques mois, vont être réintroduits dans le milieu naturel. Donc là, on a une vraie continuité sur les missions de conservation des parcs zoologiques, puisque des animaux élevés ici vont pouvoir contribuer à renforcer la population sauvage. En Afrique, l'espèce est en danger. Elle est délaissée à cause de sa taille peu impressionnante, puisque les mâles adultes ne dépassent pas les 2 mètres. Du sport à présent, avec d'abord le limogeage de Johnny Christie, le sélectionneur national de la Sierra Leone. Il paie les frais du mauvais démarrage de son 11 dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Un peu plus d'1 an après sa prise de fonction, le technicien a été démis de son poste par la Fédération sierra-léonaise de football. Des précisions avec Michel Nzeyi. Le sélectionneur irlandais de la Sierra Leone, Johnny McCrinstry, a été limogé en raison des mauvais résultats enregistrés par l'équipe lors des 2 premières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015 de football. La Sierra Leone a essuyé 2 défaites contre respectivement la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo lors des 2 premières rencontres disputées les 6 et 10 septembre dernier. Avec 2 défaites en autant de rencontres, la Sierra Leone occupe la dernière place du groupe D. Le désormais ex-sélectionneur de la Sierra Leone n'a pas caché sa déception après son limogeage au cours d'une interview accordée à la presse. Et ce dernier affirme être déçu d'être démis du poste de sélectionneur par la Fédération sierra-léonaise et de payer les frais du mauvais démarrage de la Sierra Leone dans les éliminatoires de la CAN 2015, alors qu'il avait mis en place une équipe prometteuse pour l'avenir. Il a expliqué en vain que les 2 défaites de l'équipe sierra-léonaise reposaient sur la mauvaise préparation en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays. Qu'à cela ne tienne, c'est sans l'entraîneur Johnny McCrinstry que la formation de la Sierra Leone devra affronter le Cameroun lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2015. Football toujours depuis le désistement de la Libye pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Confédération africaine de football a enregistré plusieurs nouvelles candidatures. L'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique. Mais pas seulement, car l'Égypte vient de porter sa candidature à la table de la CAF. Une candidature à laquelle tiennent les millions de supporters du pays des pharaons. Michel Zueyi. L'Égypte se prononce.
Depuis le nouveau désistement de la Libye pour l'organisation de la CAN 2017, les prétendants ne manquent pas. Après l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique, le tour revient à l'Égypte de porter sa candidature auprès de la CAF. Pays voisin de la Libye, l'Égypte compte sur cette proximité et ses installations déjà en place pour tenter de rafler la mise. La Libye qui, elle, avait déjà organisé la CAN 2013, mais avait dû renoncer en raison de la situation politique du pays. Non retenu pour l'organisation des CAN 2019, 2021 ou 2023 dont les attributions sont respectivement revenues au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et Guinée, la Zambie ne compte pas se battre sur la CAN 2017. Le président de la fédération zambienne, Kalusha Bwalia, a fait savoir que son pays ne se porterait pas candidat. A noter que le pays hôte de l'édition de la CAN 2017 sera annoncé au début de l'année 2015. Et puis ce match amical tant attendu par les Centrafricains, ce match amical contre le 11 marocain. L'objectif est de rebooster les joueurs centrafricains en proie à des difficultés politiques. Voyons ce reportage de Willy Tonangoy de Bambera. 16 footballeurs centrafricains évoluant à l'étranger ont été convoqués par le nouveau sélectionneur national, le Suisse Raoul Savoy, pour le match amical opposant la République centrafricaine au Maroc le 9 octobre prochain à 20 h au stade de Marrakech. Selon les informations recueillies à milieu sportif centrafricain, ces 16 fauves convoqués par le nouvel entraîneur qui est encore en période d'essai constituent déjà le sature de l'équipe nationale. L'équipe va bénéficier d'un stage à Marrakech du 4 au 9 octobre prochain. Avant de disputer ce match, elle va être rejointe par 5 locaux. Interrogé par un média de la place sur les qualités requises pour être membre de l'équipe nationale, le sélectionneur Raoul Savoy a déclaré, je cite, « Depuis mon arrivée à la tête de l'équipe il y a un peu plus de 3 semaines, il m'a été plus aisé d'évaluer les joueurs expatriés pour des raisons logiques de logistique, de proximité et de facilité télévisuelle. » Fin de citation. Quant aux privilèges accordés aux expatriés au détriment des locaux, le coach Savoy affirme ne jamais faire de clivage entre les locaux et ceux qui ont eu la chance de pratiquer leur métier à l'étranger. Il précise également que ce genre de comportement a, à son temps, coûté cher aux débats inutiles et en conflits stériles à des sélections comme celles du Maroc, de l'Algérie, du Cameroun, du Nigeria ou encore du Ghana. A noter que la RCA et le Maroc se sont déjà affrontés à plusieurs reprises et ont toujours fait match nul. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal et voici le rappel de ses principales manchettes. La grand-messe annuelle des Nations Unies a ouvert ses assises ce matin à son siège de New York. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à cette rencontre dédiée aux questions environnementales. Après plusieurs manifestations d'appel à la prise de conscience des dangers que court la planète, si rien n'est fait, les dirigeants du monde sont face à leurs responsabilités. Nous l'avons vu dans un reportage de Samperonba. La Somalie, de nouveau en proie à des velléités de disette alimentaire depuis la cessation des pluies il y a un an dans cette partie de l'Est africain. Les populations font face à des difficultés criardes d'alimentation exacerbées par les combats contre Al-Shabaab. Et puis en Égypte, ce procès contre 8 hommes soupçonnés d'incitation à la débauche pour avoir simulé un mariage gay. Le procès a débuté ce mardi, de quoi interpeller Human Rights Watch qui a simplement appelé à la relaxe. La méditation de ce soir sur les qualités humaines tirée de la culture malinké, c'est en remuant l'herbe que l'on peut prendre des grillons. Bonsoir.